Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Suspension en Afrique du Sud de l'enquête sur les donations de campagne du chef de l'État Cyril Ramaphosa, qui échappe donc de justesse à une motion de censure au Parlement. Grâce présidentielle pour 4 prisonniers politiques aux Comores, parmi eux l'avocat Hassan Ahmed Saïd Jafar ou encore l'écrivain Saïd Ahmed Saïd Tourki. Le décret indique qu'ils sont graciés sur la totalité de la peine restante à exécuter. 13 août 1956, le Code du statut personnel mettait la Tunisie à l'avant-garde des droits des femmes dans le monde arabo-musulman. Un 13 août depuis placé sous le signe de la fête nationale de la femme. Ce mardi, le pays a célébré cet anniversaire. La justice sud-africaine suspend l'enquête sur les donations de campagne du président Cyril Ramaphosa, accusé fin juillet dans un rapport de la médiatrice de la République d'avoir délibérément trompé le Parlement au sujet d'une donation durant sa campagne électorale de 2017 pour prendre la tête de l'ANC. Avec cette suspension, le président remporte une nouvelle bataille dans laquelle il risquait une procédure de censure au Parlement. Kamesh Katapoulé. L'enquête sur les donations de campagne du président sud-africain Cyril Ramaphosa a été suspendue. Une décision prise par la Haute Cour de Pretoria ce lundi 12 août. Depuis, plusieurs révélations sur ces financements ont fuité dans la presse. Des compagnies minières, des institutions financières, des patrons de médias ou encore la famille Oppenheimer figurent parmi la liste des donateurs. Il a des parts dans le secteur minier, dans le secteur énergétique, dans McDonald's par exemple. Donc il est compliqué de comprendre Cyril Ramaphosa sans considérer ses relations avec l'élite du pays. La famille Oppenheimer est celle qui a construit l'homme qui est devenu Cyril Ramaphosa. C'est une famille de businessmen, donc ils attendent un retour sur investissement. Pour rappel, le président sud-africain était déjà soupçonné d'avoir dissimulé un don de campagne à la présidence de l'ANC d'une valeur de 500 000 rands, un versement effectué par Bosasa, une société spécialisée dans les services pénitentiaires. Je pense que l'ANC puisse le lâcher sur un dossier comme celui-là, d'autant plus que ça n'a vraiment rien, c'est loin d'égaler ce que faisait Zuma. Bon, maintenant, évidemment, ces adversaires vont chercher à exploiter ça politiquement. Je pense quand même que beaucoup de gens vont préférer fermer les yeux que d'aller un peu fouiller de ce côté-là. Par rapport à ce que faisait Zuma, parce que Zuma et Ramaphosa, c'est le jour et la nuit en matière de corruption. Tout ce que Zuma a fait, c'est quand même la pire des choses qui pouvaient arriver en Afrique du Sud. Cyril Ramaphosa est une nouvelle fois dans le collimateur de Bouzizi Mqwebane, après avoir accusé le président d'avoir menti au Parlement sur ses dons de campagne. La médiatrice de la République a demandé au procureur sud-africain l'ouverture d'une enquête pour des cas de blanchiment d'argent. Le président Azali Assoumani a gracié samedi les 4 dernières personnes qui avaient été condamnées en décembre 2018 à la prison à perpétuité pour complot, une mesure qui intervient alors que le président comorien est contesté par une partie de la population et de la diaspora qui dénonce une dérive autoritaire du régime. En mai dernier, ces 4 détenus avaient déjà vu leur peine ramenée à 20 ans de prison. Parmi eux se trouvent l'écrivain Saïd Ahmed Saïd Tourki et l'avocat Hassan Ahmed Saïd Jafar. En revanche, aucune mesure en faveur de l'ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, dont l'état de santé se dégrade selon ses proches. Sur cette disposition du dirigeant comorien, on va entendre Oumed Msaïdi, le porte-parole du gouvernement. Manifestement, c'est pour poursuivre le processus d'apaisement, puisque ceux qui viennent d'être graciés avaient l'intention de renverser l'ordre politique établi, et même si leur intention, s'il devrait se concrétiser, ça aurait été des actes criminels, le président a préféré voir l'intention et non pas les conséquences pour justement apaiser la situation politique dans le pays. Le président ne voulait pas que les gens se cabrent sur ce qui s'est passé avant et après le référendum sur la Constitution pour prendre cela comme des prétextes à continuer à attendre la situation. Il a opté pour l'apaisement depuis le début. Il appelle toujours au dialogue. Malheureusement, ce sont nos adversaires qui pensent pouvoir recourir à d'autres méthodes. Mais bon, fort heureusement pour le pays, ces actes ne sont pas arrivés à terme. Et donc, ce n'est pas la peine de se focaliser sur ça, d'autant plus que le président a engagé le pays vers l'émergence en 2030.
Comme chaque 13 août, les Tunisiennes et les Tunisiens ont célébré la fête nationale de la femme, date qui marqua, il y a 63 ans, la promulgation du code du statut personnel, un moment important dans l'avancée des droits de la femme tunisienne. Un moment de rupture, certes, mais 63 ans après, face aux inégalités persistantes liées au genre, le combat continue. Ibayako. 63 ans après la promulgation du code du statut personnel, la femme tunisienne mène encore des combats féministes de longue haleine. Après plusieurs années de lutte, les droits des femmes en Tunisie progressent, comme la loi relative à l'élimination de la violence à l'égard des femmes en 2017 ou encore l'abolition de la circulaire 73 qui interdisait pour une Tunisienne de se marier à un non-musulman. La procédure est encore difficile et surtout la preuve. Nous avons quand même mis en place un numéro vert qui reçoit toutes sortes d'appels et de plaintes. Il y a aussi des campagnes avec, par exemple, des slogans écrits sur les bus « La rue n'est pas que pour toi ». Néanmoins, à Tunis, des combats sont encore menés en 2019. C'est le cas de la bataille contre le harcèlement de rue qui persiste. Près de la moitié des femmes tunisiennes disent avoir été victimes de violences dans l'espace public. Les femmes tunisiennes blâment un État absent pour implanter des politiques en leur faveur, mais qui votent pourtant des lois progressistes. J'ai l'impression qu'il y a deux axes où il faut évoluer en Tunisie par rapport à la femme. Le premier, c'est clairement l'axe législatif, c'est-à-dire que la femme n'est toujours pas l'égale de l'homme. Et ça, il va falloir travailler là-dessus. Et le président, l'ancien président Beji Caid Essebsi avait déjà essayé d'énormément avancer là-dessus. Mais il reste, par exemple, des choses comme l'égalité dans l'héritage qui sont très importantes. Et ensuite, il y a aussi les mentalités qu'il faut faire évoluer. Malheureusement, en Tunisie, parfois les lois ne suivent pas forcément les mentalités et l'inverse, c'est vrai aussi. La Tunisie a de l'avance. La Tunisie a un leadership sur le statut de la femme, mais il pourrait se perdre si jamais on continue pas à avancer, parce que finalement, on peut pas se reposer sur nos lauriers. Il faut totalement continuer tous les jours à mener ce combat et tous les jours à avancer pour que le statut de la femme soit là où il est en fait, c'est-à-dire l'égal de l'homme. Alors que le 13 août laisse place à la célébration de la femme et de ses droits en Tunisie, le mouvement féministe se renouvelle et doit faire face à de nouveaux enjeux comme celui de l'égalité dans l'héritage. Le projet de loi, déposé au Parlement en janvier 2019, n'a toujours pas été débattu. 20 ans après la fin des opérations de la compagnie aérienne nationale et dans un contexte de relance de la compagnie, l'Ouganda souhaite donner un nouvel élan au secteur et pour ce faire, une nouvelle législation donnant davantage de pouvoir à l'autorité de l'aviation civile vient d'entrer en vigueur. Nelly Claude Bessa. Le gouvernement ougandais est déterminé à relancer ses vols commerciaux. Le pays, qui entend s'arrimer aux pratiques universelles de réglementation de l'aviation civile, a entrepris moult changements dans le secteur. Parmi ces mesures, l'entrée en vigueur de la nouvelle loi qui habilite et accorde un accès sans restriction aux superviseurs de ce secteur dans l'inspection sans préavis des aérodromes, des locaux des exploitants aériens et des avions. L'amélioration du service d'une compagnie nationale ougandaise va nécessairement permettre de désenclaver davantage le pays et permettre au pays d'exporter son savoir-faire et ses services non seulement au niveau, mais aussi au niveau international. Le texte, qui prévoit également l'imposition des pénalités prononçables sur place, vise à améliorer la sécurité et l'efficacité dans la fourniture des services. Les réformes du secteur aérien concernent aussi le changement de nom de l'autorité de l'aviation civile en l'autorité ougandaise de l'aviation civile. L'Ouganda a donc besoin, au cours de cette loi, de refaire complètement les normes et pratiques de service aux clients, les normes de sécurité aéronautique et de compétitivité, en service compétitif du transport aérien. L'autorité ougandaise de l'aviation civile, qui envisage de commencer ses vols commerciaux en fin août 2019, est chargée de la délivrance des licences, de la surveillance et de la réglementation des questions relatives à l'aviation civile en Ouganda. Quelle insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées en Afrique où près de 10% de la population vit avec un handicap. Une politique défaillante et une discrimination persistante dénoncent les associations. Gros plan ce soir sur la situation au Togo où certaines sociétés commencent tout doucement à s'ouvrir sur le plan de l'embauche et de l'intégration des personnes handicapées au sein de l'entreprise. Reportage entre correspondantes Aimé Fakofi.
Émue, Magny Makeyi tente de retenir ses larmes. Sa patronne, Janine, lui annonce à quel point elle tient à leur réussite. Elles sont deux à être employées chez Han Design, une entreprise spécialisée dans la confection d'écharpes et d'autres accessoires de mode. Magny et Akouvi sont toutes deux malentendantes. Comment gagner, comment trouver le pain quotidien, parfois c'était compliqué. Mais depuis qu'elle est venue, ça s'est un peu amélioré. Je crois qu'avec l'aide de Dieu, ça ira mieux. Il y a de nouvelles choses qu'on apprend quand on est avec madame. J'ai démarré sur fonds propres. Pour moi, il est toujours hors de question de voir retourner ses filles à la maison. Bienvenue. Merci. Merci. Dans l'optique de faciliter la communication au sein de son entreprise, Janine apprend la langue des signes grâce à son interprète. Pour un début, Han Design a fixé la rémunération de ses collaboratrices à 40 000 francs CFA. Les deux collaboratrices, Janine Kemvi, sont membres de l'Association des sourds du Togo. Selon l'association, ces personnes représentent 25% de la population togolaise. Les autres pays, au Ghana à côté, l'État soutient énormément les écoles pour les personnes sourdes. Mais au Togo, c'est quelque chose de vraiment compliqué. Mais quand même, il y a un effort qui est fait, mais il reste beaucoup encore à faire pour l'épanouissement de la personne sourde. Au Togo, les personnes malentendantes manquent d'infrastructures scolaires, d'enseignants qualifiés et de centres de formation professionnelle adaptés pour leur épanouissement. L'Association des personnes sourdes du Togo est membre de la Fédération togolaise des personnes handicapées qui bénéficie chaque année d'une subvention de l'État estimée à 100 millions de francs CFA. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.